Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlène Descolonges, ingénieure hydrologue, coprésidente de l'Association pour une hydrologie régénérative. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'animer cette table ronde ce soir pour échanger sur cette question. On change d'échelle, comment bâtir des dynamiques territoriales et citoyennes robustes pour diffuser l'hydrologie régénérative? Aujourd'hui, vous êtes allés visiter des sites qui s'inscrivent dans cette vision de l'hydrologie régénérative. Et une des questions qui nous obsède dans l'association, c'est le passage à l'échelle. Et le passage à l'échelle, il implique des dynamiques territoriales, des acteurs qui vivent sur un territoire. Et toute la question qui va nous habiter ce soir, là, pendant ce temps de table ronde, va être de faire ce dialogue, créer du lien entre les acteurs d'un territoire pour déployer l'hydrologie régénérative. Donc, pour cela, on va forcément passer par la case gouvernance de l'eau. On n'y échappera pas. Et simplement pour rappeler que les collectivités territoriales sont à la manœuvre en fait et ont toutes les cartes en main pour mener des dynamiques de régénération entre la gestion de l'eau potable, l'assainissement, la gestion des eaux pluviales, l'aménagement du territoire, la résilience alimentaire, la GEMAPI, la gestion des eaux et des milieux aquatiques et prévention des inondations. Dit comme ça, on a l'impression de séparer l'eau en compartiments, en compétences, alors qu'en fait, il y a bien un schéma global et des liens, des interconnexions entre tout cette eau. Donc la volonté de l'hydrologie régénérative, c'est de placer cette question de régénération des cycles de l'eau à l'échelle du bassin versant, qui est la limite naturelle identifiée. Et donc quand on parle de l'eau, on se retrouve souvent confronté à des conflits ou des tensions sur le partage de l'eau. Et la gouvernance de l'eau est territorialisée en France et ont permis d'expérimenter des démarches de concertation participative. Donc nous repartirons de ce bassin, de la Drôme, avec le SMRD qui a été un des pionniers en la matière. Donc c'est un syndicat qui a conduit un important travail de concertation lors de la révision du SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et par là même se lance aussi dans une réflexion avec les acteurs de l'hydrologie régénérative. Donc c'est pas pour rien qu'on ait organisé les deuxièmes rencontres de l'hydrologie régénérative sur ce territoire, car on l'identifie comme un des pionniers en France, mais on a aussi d'autres collectivités pilotes, et on va s'inspirer aussi d'autres expériences de dialogue territorial pour régénérer vraiment ces cycles de l'eau. Et pour cela, donc, on va parler de tout ça avec mes invités. Donc, Marie Mézières-Fortin, vous êtes biologiste en environnement aquatique et formatrice. Vous formez des élus, des citoyens, des acteurs de l'eau. Et vous êtes aussi membre du comité de bassin Loire-Bretagne. Donc, pas sur ce bassin, mais vous allez pouvoir nous transmettre des retours d'expérience de nos amis ligériens bretons. Christophe Lemercier, vous êtes vice-président du SMRD, membre de la commission locale de l'eau et maire adjoint à Cray. Vous êtes en charge des questions liées à la connaissance, à la communication et à l'efficacité du SAGE, le schéma d'aménagement et gestion de l'eau. Philippe Barret, vous êtes ingénieur agronome et médiateur. Vous travaillez en lien avec le Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Et Cécile Bourbon, vous êtes géographe géomorphologue et vous travaillez aussi dans ce même conservatoire et vous êtes tous deux acteurs. Pardon, petite précision. Petite correction, non, on ne travaille pas avec le Conservatoire national des arts et métiers. On s'est formé à la médiation au conservatoire. Avec le conservatoire, très bien. Vous êtes, par contre, vous travaillez au sein d'une même structure qui s'appelle DIALTER, une structure qui accompagne les organisations publiques et privées dans leurs projets d'aménagement, de partage des ressources par la voie du dialogue. Séverine Cachot, vous représentez les Résilients que vous avez co-créés et vous avez aussi une association, donc les Résilients, territoires locaux, globaux et singuliers, qui a pour but de former et déployer des pratiques agroécologiques sur des fermes du territoire en associant tous les acteurs locaux. Et enfin, Jeanne Morinière, vous êtes docteur en biologie,
pilote de dispositifs participatifs, bureau d'études, vous êtes membre d'un bureau d'études Ecologia, qui coordonne le programme d'agroforesterie en Nord-Isère et qui accompagne une quinzaine d'agriculteurs. Voilà, vous voyez qu'on a une diversité d'acteurs pour parler de ce sujet et on va le découper en deux parties. La première qui est pourquoi déployer ces démarches participatives et le dialogue territorial. Et pour commencer, donc, on va parler de cette fameuse gouvernance de l'eau en France qui est territorialisée en bassin versant. Et à partir de là, eh bien, comment déployer ces démarches d'hydrologie régénérative ou cette question plus large du partage de l'eau. Et je vais me tourner vers Marie. Vous êtes donc membre du comité de bassin de l'Agence de l'eau, Loire-Bretagne, et on sait qu'elle a été très bousculée ces derniers temps avec un sujet un peu polémique autour des réserves de substitution. Et à la suite de ces conflits, notamment à Sainte-Soline, qui a été la plus médiatisée, une mission d'écoute et de rencontre territoriale a été réalisée. Donc, pourquoi, la première question est pourquoi reconstruire un dialogue territorial dans un contexte agricole aussi tendu, où parfois le dialogue est rompu? Alors, bonjour à tous, merci de me recevoir ici dans la Drôme. C'est bien évidemment un territoire que je ne connais pas très bien, parce que moi je travaille globalement sur le territoire Loire-Bretagne, plus particulièrement dans les Pays de la Loire. Alors déjà, moi je siège au comité de bassin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le parlement de l'eau à l'échelle de la Loire. Il y en a 6 en France pour chacun des grands fleuves, et j'y siège au titre de France Nature Environnement, qui est une ONG environnementale. L'objectif de ces parlements de l'eau, c'est de mettre finalement tous les acteurs autour de la table pour créer un dialogue. On voit bien qu'à partir du moment où le dialogue est rompu, c'est le moment où on a des conflits, et c'est exactement ce qui s'est passé à Sainte-Soline et dans le Marais Poitevin. On ne peut pas dire que ça existe depuis 2 ans. Hein. Sainte-Soline, ça fait quasiment 30 ans qu'il y a des sujets, des discussions et des débats sur l'eau, et il y a un moment où le dialogue s'est rompu. L'objectif de cette mission d'écoute, elle était double. La première, déjà, c'est parce que finalement, les parlements de l'eau, les comités de bassin, ils existent depuis longtemps et on a fini par perdre de lien, de vue, ce à quoi ça servait. On avait finalement une vision sur les territoires d'un organisme un peu vu de Paris, très très loin de ce qui se passait dans la réalité des agriculteurs. Donc la première chose, c'était de retourner sur les territoires, de sortir du fonctionnement pyramidal et d'aller chercher la connaissance à la base et que ça remonte vers le comité de bassin et non pas de l'inverse comme ça avait tendance à être devenu le cas depuis ces dernières années. La deuxième chose, c'est parce qu'effectivement, il y a quand même des outils intéressants qui se sont mis en place. Moi, en plus, j'ai une double casquette parce que je suis prof de SVT et j'adore ça. Pourquoi ? Parce que la pédagogie et la connaissance permettent vraiment de remettre tout le monde sur un dialogue commun. Et cette connaissance-là commune, elle était totalement perdue. Le socle commun de connaissances, il n'était même pas forcément recherché. Et aujourd'hui, on met en place, peut-être vous en avez entendu parler, les études HMUC. J'étais pas là les derniers jours, donc peut-être que vous en avez parlé. H pour hydrologie, M pour milieu, U pour usage, C pour climat. C'est finalement savoir ce qui se passe sur un territoire et est-ce que l'eau est disponible, à quoi elle peut servir, comment on préserve les milieux, quels sont les usages, pour que chacun finalement ne travaille pas dans son coin. Et ça a été vraiment le deuxième rôle de la mission d'écoute, de dire ces études qui sont très boycottées, notamment par les chambres d'agriculture, je ne fais pas de langue de bois, désolée, ont un rôle fondamental pour pouvoir remettre du dialogue entre les citoyens, les défenseurs des milieux, dans l'intérêt général à chaque fois. L'étude, la connaissance est une base en fait indispensable pour amorcer ce dialogue. Et vous dites aussi qu'il y a un débat sur des croyances, qu'on a aussi une vision un peu erronée de ce cycle de l'eau. Et vous rappelez aussi qu'il y a une importance sur les mots qu'on emploie, notamment cette question des méga-bassines ou réserves de substitution. Est-ce que vous voulez nous en reparler un petit peu plus ? Bah oui, la sémantique a un sens. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on a trop tendance aujourd'hui à partir d'une situation et de chercher des solutions à un instant T, sans réellement se poser la question des raisons qui font que l'on en est arrivé là. Moi, c'est ça qui fait que je me suis intéressée notamment aux travaux de l'Association de l'hydrologie régénérative, parce qu'elle remettait au centre de la question le pourquoi on se retrouve avec des conflits d'usage de l'eau, parce qu'on a déjà accéléré le cycle de l'eau historiquement sur les territoires. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le terme de méga-bassine, forcément, il va crisper tout le monde. On met déjà une sémantique militante dans un sujet qui a besoin d'apaisement. Donc, utiliser les termes corrects pour que chacun
puisse aussi exprimer ses souffrances, parce qu'on a une souffrance du monde agricole, on a une souffrance des milieux aquatiques, on a une souffrance énorme des élus dans le Marais Poitevin qui, la plupart du temps, sont des maires de petits villages, on n'est pas sur des mégalopoles, ils sont complètement dépassés par les événements qui sont en train de se produire. Donc l'apaisement, il passe par le dialogue, il passe par la connaissance, il passe par ce type d'événement comme vous êtes en train de le mettre en place ce week-end, qui permet aux personnes de s'instruire, de s'intéresser et de faire aussi remonter leurs difficultés sur le territoire. Merci beaucoup. Je cite aussi cet ouvrage de Marshall Rosenberg de « Les mots sont des fenêtres », bien des murs. Donc on en reparlera avec Die Alter aussi. Je me tourne maintenant à présent vers Christophe Lemercier. Donc vous êtes en qualité de vice-président du SMRD et membre de la Clé du Sage. Pourquoi avoir mené une longue démarche de concertation sur le bassin de la Drôme? C'est vrai que souvent on serait tenté de croire que la démarche du dialogue territorial, surtout sur du temps long, ça ne sert à rien, ou c'est un frein, c'est pénible. Alors pourquoi est-ce que vous avez fait ça et quelles sont vos ambitions en termes de gouvernance liées au nouveau sage? Merci, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, donc deux parties. La première partie, c'est pourquoi et comment on a fait ça. Donc je vais essayer de vous relater ce retour d'expérience et vous redonner déjà le contexte. Le contexte, c'est que nous étions en train de réécrire donc, la troisième version du SAGE. Et à ce moment-là, la commission locale de l'eau a décidé d'interrompre ses travaux de rédaction pour lancer une étude prospective donc, sur l'adaptation au changement climatique de notre bassin versant pour intégrer ces données-là, ces données d'aujourd'hui. Donc ça a été déjà une décision politique importante de se dire « stop, il faut prendre un temps pour réfléchir à tout ce qui se passe ». Et donc, vous l'avez dit, on s'est engagé dans une démarche d'une étude qui est très longue, qui a duré plus de 2 ans, parce qu'il fallait du temps pour déjà faire tout ça. Et à cette étude, elle a été aussi basée, c'était dans le cahier des charges, donc dans une notion de démarche de concertation, de collaboration, de contribution de nombreux acteurs du territoire qui sont liés à l'eau. L'idée étant pas que ce soit simplement quelques-uns qui réfléchissent à ça. Et pour ça, il y a eu 3 phases. La première phase, ça a été d'établir un diagnostic de la situation. Et ça, c'était important. Je vous dirai après pourquoi ça a été important de faire ce diagnostic. Il a fallu derrière tout ça définir une stratégie d'adaptation au changement climatique et enfin arriver sur un plan d'action pour que ça débouche sur quelque chose. Cette concertation qui a duré, cette étude avec cette concertation qui a duré 2 ans a impliqué plus de 130 participants, un peu comme ici aujourd'hui en nombre, plus de 80 structures, mais complètement différentes, à la fois bien sûr la commission locale de l'eau, le SMRD bien évidemment, des syndicats des eaux, les intercos, les communes, beaucoup de communes ont été invitées, la Chambre d'agriculture, la SAFER, l'OFB, l'ONF, les agriculteurs, des éleveurs, des campings, des associations de défense de la nature différentes, des services de l'État. L'idée étant de regrouper tous les acteurs et faire participer tous les acteurs à cette étude. Donc les clés de succès, pourquoi et en quoi ça a été un succès cette concertation, le premier, j'ai envie de dire, c'était le terreau qui était favorable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un travail de plusieurs dizaines d'années, parce que ça fait plus de 30 ans que la commission locale de l'eau essaye d'établir ce dialogue, mais autour de la table l'ensemble des acteurs, et ça a été possible parce que déjà, il y a un contexte favorable au dialogue. Et ça, c'était le point de départ important. L'autre point important, c'était qu'il fallait un socle commun. Et le socle commun, pour assembler tout le monde, tous ces acteurs-là, c'était de faire ce diagnostic. Parce que si on ne partait pas du même diagnostic, forcément, on n'allait pas partir sur les mêmes solutions ou sur les mêmes orientations. Donc ça a été long, mais il y a eu des démarches participatives avec des ateliers de tous les acteurs. Donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps pour arriver à un diagnostic partagé. Et c'est vrai que ça a été cette première phase de diagnostic qui a pris beaucoup de temps, qui a mobilisé beaucoup d'énergie, qu'il a fallu effectivement s'adapter aussi au rythme des agriculteurs pour faire des périodes où ils étaient disponibles, par exemple, mais a permis de s'entendre, de se dire « Ok, on est d'accord sur le diagnostic ». Et ça a apaisé quand même beaucoup de choses, parce que ça nous a pris déjà dans cette étape de travailler ensemble, de discuter ensemble, de qu'est-ce qu'on voit chacun, et donc d'avoir ce socle commun. Et après, donc bien évidemment, pour ça, il a fallu, c'est l'humain qui était au cœur du système, c'est-à-dire s'écouter déjà, apprendre à s'écouter, comprendre d'arrêter de s'opposer, parce qu'au départ, c'est vrai que c'était plutôt des positions, je dirais, politiques ou des positions idéologiques. Je pense que j'ai raison, donc j'essaye de faire passer mon idée en force,
L'idée étant vraiment d'apprendre à s'écouter, à comprendre la problématique de l'autre. Et ça s'est fait au travers de discussions, d'ateliers, mais d'ateliers en salle. Mais comme ça a été fait là, c'est pour ça qu'on a retrouvé, moi j'ai retrouvé cette dynamique qui s'est passée lors de ce séminaire ici, donc hier et aujourd'hui, par des visites de terrain comme ça a été fait. Et on s'est retrouvés tous les acteurs sur le terrain pour parler du concret, pas simplement parler d'une position politique. Voilà, des choses qui marchent, des choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. On a visité aussi des choses qui ne fonctionnaient pas. Et là, on était tous dans le même constat. Et donc, ça, le fait est d'avoir ce partage sur le terrain. D'abord, on a appris à se connaître, on ne se connaissait pas. Et on a appris à se connaître différemment, à discuter, à poursuivre les discussions une fois même les ateliers finis. Donc, tout ça, ça a créé l'humain, ça a créé du lien entre nous, je dirais. Et on a vu les positions changer. Voilà, ça a complètement apaisé. Et des positions qui étaient très dures au départ, dire finalement, on peut peut-être faire autrement. Donc ça a été important. Et aussi le fait est qu'il soit associé, pas qu'au diagnostic, mais à la co-construction de solutions. Et ça a été important. C'était des ateliers de montrer qu'il n'y a pas qu'une solution. Et de se dire que même ceux qui poussaient une solution pouvaient montrer qu'il y avait d'autres solutions qui pouvaient fonctionner. Et on a rapidement mis sur la table que c'était en fait la pluralité et je dirais l'intelligence du groupe qui allait faire émerger des points de convergence. Donc on a vu qu'il y avait des points où on n'était pas d'accord. Et l'idée, c'est de dire où est-ce qu'on peut se retrouver, sur quoi on peut se retrouver. Et finalement, on est arrivé à établir, à faire valider une stratégie d'adaptation au changement climatique avec un plan d'action qui a été validé par tout le monde. Et donc, mais pour ça, il a fallu du temps. Et quand on revient là-dessus, c'est que 2 ans, c'est un temps qui était... Ça serait au début, on disait on voulait le faire plus rapidement, mais je pense qu'il fallait ce temps. Il fallait ce temps pour que l'humain, ses liens se tissent, le temps aussi de laisser décanter les choses, l'idée de pouvoir vraiment se donner le temps de réfléchir et de ne pas bousculer. Donc il ne faut pas brûler les étapes par rapport à ça. Il y a ce facteur humain qui a été évoqué aussi lors de ce séminaire ici, c'est-à-dire cette notion aussi de sortir de position de principe. Il faut lâcher les égos aussi, parce qu'il y a des positions de principe. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il fallait s'ouvrir, que chacun fasse l'un vers l'autre. Donc il a fallu aller dans cette dimension humaine, je dirais, d'ouverture, et de partager ça, et en fait pour qu'une confiance s'établisse. Et du moment que la confiance s'est établie, il a été possible d'en arriver là et de pouvoir bâtir ce que nous avons bâti par rapport à cette stratégie, et qui va permettre maintenant de poursuivre l'écriture du sage. Peut-être où j'enchaîne sur la deuxième partie ou... Merci beaucoup. Merci déjà pour ce premier partage qui est très très riche. Simplement pour rappeler un peu ce que sont ces commissions locales de l'eau, ces comités de bassin qui fonctionnent sur du temps long, mais aussi rythmés par les élections municipales. On est vraiment sur cet agenda politique qui, tous les 6 ans, en fait, permettent de rouvrir la porte à un renouvellement de ces instances. Et donc, il y a un temps court de 6 ans, parce qu'en 6 ans, finalement, ça passe très vite, et un temps long sur lequel on se projette pour la rivière, pour la question des enjeux de l'eau. Et effectivement, on a bien noté que ça prend du temps et que la question de la confiance, elle s'établit vraiment au cours du temps. Alors, avant de vous redonner la parole, Christophe, je vais me tourner vers nos professionnels du dialogue territorial avec Dialter. Pourquoi, selon vous, ces démarches sont intéressantes et voire même sont importantes pour bâtir cette relation de confiance entre les acteurs d'un territoire sur la question du partage de l'eau? Pourquoi elles sont importantes? Parce que sinon on ne va pas y arriver. Non, ce que je voudrais... Alors je ne sais pas si je réponds directement à votre question. Moi, il y a quelque chose qui m'a troublé, et je voudrais le partager avec vous, en lisant le petit papier qui est là-bas au fond, sur le projet que vous menez avec 4 axes. Dont le deuxième axe, c'est le dialogue territorial. Et il y a marqué quelque chose qui nous a fait dresser un peu les cheveux sur la tête à Cécile et à moi. Vous avez marqué comme mot-clé en dessous acceptation et, il y a un autre mot, acculturation, acceptation. Et donc, comme on est là pour se dire les choses en face, j'ai envie de vous dire surtout, n'utilisez pas le dialogue
pour diffuser une bonne parole. Le dialogue s'est fait pour que des gens qui ont des visions et des intérêts différents puissent se rencontrer quelque part. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant qu'association, évidemment, vous pouvez porter votre vision, et j'espère que vous le ferez, et votre intérêt. Mais ça veut dire que dès le départ, quand vous pensez un processus de dialogue, il faut absolument se poser la question de qu'est-ce qui peut être intéressant pour l'autre, pour les autres acteurs qui vont être concernés par la démarche que vous voulez porter. Donc ça veut dire qu'il va falloir se questionner sur la formulation de l'objectif du dialogue, et bien sûr les choses vont être précisées au fil d'un travail de préparation du dialogue, mais il faut se questionner sur l'objectif, et nous on a l'habitude de dire qu'il faut probablement toujours formuler des objectifs qui marchent sur deux jambes. Je vous donne un exemple. On travaille beaucoup sur les questions d'eau potable. Et donc, évidemment, notre donneur d'ordre, notre commanditaire, c'est des syndicats, des communautés de communes ou des agglos qui s'occupent d'eau potable. Leur objectif à elles, c'est améliorer la qualité de l'eau potable, par exemple. Voilà, pour parler de manière générique. Et donc, ils ont envie d'inviter des acteurs du territoire, dont les agriculteurs, à venir discuter de l'amélioration de la qualité de l'eau potable. On leur dit, c'est très mal parti votre affaire, parce que les agriculteurs, ils vont venir parce qu'ils se sentent un peu obligés, mais dès le départ, vous signifiez votre intention, qui est votre intérêt à vous. Donc, on va leur proposer de formuler un objectif sur deux jambes, qui sera du genre, pour donner un générique, améliorer la qualité de l'eau potable, et à favoriser la viabilité des exploitations agricoles, pour donner un exemple, ou améliorer l'intégration des agriculteurs au territoire, enfin, vous trouvez plein de choses qui sont... Voilà, vous voyez ce que ça veut dire? Donc, il faut vraiment, je suis désolé de ne pas répondre directement à votre question, on a été frappé par ça tout à l'heure, et on voulait vous faire passer le message, et je ne voudrais pas prendre trop de temps, donc je vous reprends le micro, je vous donne un petit... Oui, non, peut-être compléter et peut-être en raccrochant du coup à la question de la confiance. En fait, le dialogue territorial est vraiment basé sur la médiation de conflits, c'est son cœur en fait. Et pourquoi? Parce que ce qu'on cherche nous ce qu'on va chercher, c'est la compréhension mutuelle des besoins de chacun. Et c'est ça qui fait que c'est vrai que les gens arrivent souvent en fait dans l'instance de dialogue avec une position, mais nous on s'en fiche de cette position. C'est pas ça qui va nous intéresser, parce que si on reste à ce niveau-là, on va rester sur un niveau de débat et sur un niveau stérile qui va pas du tout nous être utile. Et donc nous on va aller creuser pour essayer de faire sortir en fait ce qui compte pour chacun, ce qui à son niveau, de son point de vue selon ses besoins en fait est important. Et juste pour dire, le dialogue territorial pour nous c'est pas juste une succession de réunions, c'est vraiment un dispositif complet dans lequel on a une phase de préparation qui est hyper importante, où on va aller à la rencontre en fait de tous les acteurs qui vont être concernés, donc pas 150 personnes, mais tous ceux qui seront en partie après dans notre instance de dialogue. Et en fait, cette phase de préparation, elle va viser à préparer, donc oui, comme préparation, à ce que la suite, qui est justement les réunions qui vont in fine aller vers de la co-construction d'actions, de projets, à préparer tout ça pour que ça se passe au mieux en fait, et que on va, et nous il nous arrive régulièrement de prendre soin de certains acteurs en particulier, parce qu'on sait qu'ils ont vraiment un rôle majeur à jouer dans le dispositif, parce que c'est des gens qui, pour des raisons X, Y, Z, vont être hyper en colère, tout ça, et qui du coup pourraient avoir un impact finalement négatif, mais qu'ils ont un intérêt vraiment majeur à être présents dans cette instance. Parfois, des fois, ils ne veulent même pas venir. Et donc, il nous arrive vraiment de prendre des temps en off pour... on va les revoir, on va leur reparler, pour préparer tout ça. Je comprends mieux pourquoi on n'aime pas faire du dialogue territorial, parce qu'il
il y a un effet un peu poil à gratter de dire les choses et pointer les failles dans nos mots, dans nos processus. Merci pour ça. C'est vrai que l'intention dans ce deuxième pilier de nos expérimentations, c'était bien d'ouvrir et pas fermer, bien sûr. Par contre, on a identifié le besoin d'impulser une certaine vision autour de l'hydrologie régénérative qui n'était pas celle de séparer, mais bien de relier. Et j'entends vraiment cette question de décentrer l'intention et de vraiment se mettre aussi à la place d'eux pour être en capacité d'accueillir et de co-construire. Donc on changera les termes et vraiment on suivra avec bienveillance vos suggestions. Donc merci déjà pour cette première partie qui était basée sur le pourquoi. On va aller doucement glisser sur la question du comment, justement. Alors là, jusqu'à maintenant, on a vraiment parlé des instances institutionnelles, je dirais même légitimes, sur la question de l'eau, les comités de bassin, les commissions locales de l'eau, les acteurs locaux. On parle de plus en plus de ces démarches participative qui associe cette fois des citoyens, donc pas forcément avertis. Je voulais retourner encore la question à vous, Dialter, comment est-ce que vous voyez ces types de démarches qui sont peut-être, je ne sais pas si elles sont éphémères, enfin en tout cas elles sont peut-être moins envisagées sur du temps long, comme le peuvent être par exemple les commissions locales de l'eau, mais on est 130 dans la salle. Et peut-être, j'espère, beaucoup plus à visionner cette vidéo. Et on se sent profondément concerné par la question de l'eau. Sauf que des citoyens ne sont pas forcément invités à la table des discussions, n'ont pas forcément la voix au chapitre. Comment les accueillir et faut-il, en fait, les accueillir? C'est une question. Voilà. Comment est-ce que vous voyez ça? Je peut-être renverrai la balle aussi du côté SMRD et comment est-ce que vous avez géré cette question de la participation citoyenne? Alors, là aussi, parce qu'on est dans... Là, par contre, on est dans le débat, donc il ne faut pas hésiter à s'opposer, par jeu de... le citoyen, je ne sais pas qui c'est. Pour nous, c'est... alors, encore une fois, je caricature, ne vous inquiétez pas. Pour nous, ce qui est d'abord, en premier, ce qui est important, c'est la notion, ce que disait Cécile, c'est-à-dire, elle parlait de besoins, de visions de besoins différents. Donc, classiquement, alors je ne sais pas si c'est les sociologues, moi je ne suis pas sociologue, je suis agronome, mais on va s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler des groupes d'intérêt, des groupes de besoins, on pourrait dire. Et on va surtout veiller à faire en sorte que de bien identifier quels sont les groupes d'intérêt concernés par le sujet qu'on va aborder, par la problématique qu'on veut résoudre, et on va faire en sorte que ces groupes d'intérêt soient présents ou représentés dans une instance où va se faire, qui va être le réacteur du dialogue territorial. Et ça va être... Alors, je vais utiliser une image tout simple que je ne peux pas projeter, mais que tout le monde va vite avoir en tête, c'est l'image de 3 cercles concentriques. Je vous expliquerai pourquoi ils sont concentriques, vous comprendrez peut-être avant que je vous l'ai expliqué. La présence de ces parties prenantes qui constituent le cœur du dialogue territorial, c'est en fait le 2e cercle dans ces 3 cercles concentriques. La population, les citoyens, le reste du monde, c'est le 3e cercle. Et il y a un cercle central qui est... Parce que si on ne fait que dialoguer et qu'ensuite il n'y a pas des décisions qui sont prises pour qu'il y ait des actions qui soient menées, on a tout raté, on a fait perdre du temps à tout le monde. Donc il faut qu'il y ait là au centre un cercle qu'on va appeler le cercle des décideurs, pour aller vite, là aussi c'est un peu schématique. Et donc, pourquoi ils sont concentriques? Parce qu'on estime que c'est super important que les décideurs soient présents dans le 2e cercle, celui des parties prenantes qui vont co-construire les propositions, et que tous ces gens-là soient évidemment présents dans le grand cercle où il va y avoir des activités spécifiques. Donc, pour chacun de ces cercles, de ces 3 cercles, c'est ça l'architecture du dialogue territorial en gros.
Pour chacun de ces cercles, il va y avoir des activités spécifiques. Donc voyez, vous retrouvez des choses que vous connaissez déjà. On n'a pas non plus inventé un nouveau monde complet, mais ce qu'on va appeler nous un groupe de dialogue, qu'on pourrait appeler groupe de travail, groupe de concert, de co-construction, ça va être le deuxième cercle. Le premier, celui qui est complètement au centre, ça va être du genre comité de suivi, comité de pilotage, négociation entre cofinanceurs, enfin bref. Et le troisième cercle, c'est toutes des activités qu'on va pouvoir développer pour que les représentants ne soient pas tout seuls, qu'il y ait aussi le reste de la population qui puisse à un moment donné être impliqué dans la démarche, mais pas de la même façon que ce qu'on fait dans le deuxième cercle. Voilà. Donc vous voyez cette représentation un peu en trois cercles qui permet effectivement de tenir un peu les deux bouts, j'allais dire. Le bout de la décision, qui est à une extrémité, et le bout de la participation ouverte, qui est de l'autre côté. Mais au cœur, au centre, ce groupe des parties prenantes, des groupes d'intérêt qui vont être le plus possible représentés, soignés, bichonnés, pour qu'il en sorte quelque chose de constructif. Alors après, vous aurez la possibilité de poser des questions, de réagir, ou de vous inscrire en faux ou en accord avec ce qui a été dit. Avant de passer à la parole à Séverine sur la question de la résilience, est-ce que Christophe voulait rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport à cette architecture? Oui, avant d'aller sur la résilience, je voudrais juste effectivement partager par rapport à cette dernière intervention. Je pense qu'au niveau donc, de la commission locale de l'eau, qui est ouverte à des institutions, des élus, mais aussi à des tas d'autres personnes, y compris des représentants d'associations, où c'est les citoyens qui sont là. Il ne faut pas croire, on est nous-mêmes élus citoyens aussi. Et l'idée étant de se dire, effectivement, pour co-construire, on ne peut pas co-construire à 58 000, par contre, avec des représentants. Par contre, il faut que chacun se sente l'ambassadeur après. Et après, puis, il y a démultiplier. Donc nous avons commission, tous ceux qui ont participé, d'aller démultiplier les présentations, l'explication. Et comme vous l'avez dit, je partage complètement, parce que le citoyen, ce qu'il veut, c'est des réalisations. Et à un moment donné, ça suffit les études, ça suffit les discussions. À un moment donné, il faut agir. Et à un moment donné, il faut quelqu'un qui dit « on y va ». Et c'est là où le politique doit effectivement prendre sa responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, si ça avance pas, c'est que je pense que c'est par manque de courage politique. À un moment donné, il faut prendre cette décision-là. Et je pense parce que c'est le politique qui représente ça. Et sans aller dans la critique, mais aussi, je me permets aussi un point par rapport à ça, c'est vrai que la grosse différence, moi, que je vois, par exemple, par rapport, si je prends l'exemple d'une clé par rapport à une association comme la vôtre, c'est que là, par exemple, aujourd'hui, si les gens qui viennent à l'association, ils partagent un peu les mêmes idées. Donc, en fait, c'est assez, dans un spectre assez un peu réduit de la population. À la clé, il y a des gens qui pensent complètement différents. Et donc, c'est la représentation de la population. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile. Mais à un moment donné, mais par contre, c'est par l'expérimentation, par le réel, par des choses concrètes qui marchent, qu'on arrive à convaincre. Je finis parce qu'effectivement c'est sur la résilience, parce que c'est important, parce que là je viens sur la partie aussi réglementaire, parce que c'est possible tout ça, y compris le développement de l'énergie régénérative, de l'hydrologie régénérative. C'est possible si aussi c'est inscrit dans les plus hauts niveaux, je dirais aussi des documents, c'est-à-dire le SDAGE, le SAGE. C'est pour ça qu'on a une responsabilité, nous, d'inscrire des solutions fondées sur la nature et la résilience au cœur du SAGE, pour que ça soit décliné au niveau d'autres documents comme le SCOT, comme les PLUI. Et là, ça va pouvoir toucher le territoire, que les communes vont pouvoir s'en emparer. Mais si ce n'est pas écrit à ce niveau-là, effectivement, ça ne donne pas les moyens. Après, effectivement, cette résilience, elle est inscrite. Sachez qu'effectivement, je crois que ça a été dit pendant ces 2 journées. Nous avons 4 axes, je dirais, dans la stratégie donc, de la réécriture du SAGE. Donc, bien évidemment, la sobriété. En numéro 2, la résilience. En 3, le partage de l'eau. Et on a conditionné le quatrième pacte, je dirais, aux conditions que les 3 premières soient remplies, le stockage, mais c'est dans un cas de sécurisation. L'idée étant de se dire, il n'y a pas une solution unique, mais il faut que les 4 soient enclenchés. Donc il faut que la résilience soit inscrite dans les solutions qui vont être mises en œuvre. Et c'est pour ça qu'on l'a mis comme ambition, donc c'est une ambition assez forte, et sur lequel il y a un véritable engagement de la Commission locale de l'eau d'aller dans cette direction. Oui. Très rapidement, merci beaucoup sur cette question de résilience. J'y pense parce qu'il y avait une conférence juste avant ici sur justement l'échelle micro, macro, etc. La place du citoyen, elle est éminemment importante dans la question de l'eau puisque tout le monde est concerné. Pour autant,
la somme des citoyens, c'est beaucoup de représentations individuelles. Donc il y a une obligation à ce qu'il y ait une organisation de la société civile pour pouvoir porter une parole qui est structurée et qui ne soit pas la somme des intérêts particuliers. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans les commissions locales de l'eau ou dans les comités de bassin, on a divers collèges, dont le collège dont je ne supporte pas le nom, qui est celui des usagers non économiques. La négation d'une action, elle est compliquée. Au comité de bassin, c'est très difficile de bousculer les choses parce que c'est un arrêté ministériel et en plus on peut critiquer, il y a plein de choses à changer, ça a 60 ans, il faudrait dépoussiérer. Dans les commissions locales de l'eau, on a une grande souplesse qui est extrêmement différente, c'est que c'est le préfet qui va décider, entre guillemets, décider qui siège à la commission locale de l'eau. C'est-à-dire qu'un groupe de citoyens organisés qui génère une association qui a une vocation de dynamisme et qui est logique sur un territoire peut tout à fait demander à siéger dans une commission locale de l'eau. Et ça, c'est important de le savoir aussi. Dernier point, les citoyens peuvent donner leur avis sur le SDAGE. C'est complexe, mais ça existe. On assiste aussi, j'ai des témoignages de citoyens qui se sont organisés en association et qui ne peuvent pas rentrer. Voilà. Après, il y a une question, voilà, ça dépend de l'appréciation du préfet, de la taille de l'association, etc. Plein de choses. Parenthèse fermée, on va parler de la résilience. C'est un mot que l'on entend beaucoup. Séverine, donc, qu'est-ce que vous faites avec les résilients? Qu'est-ce qui fait que vous changez en tout cas, vous incarnez cette résilience à l'échelle des territoires? Merci, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais vous raconter une belle histoire, ou en tout cas une histoire vraie, qui nous semble être belle. Et en tout cas, elle est joyeuse, pas tous les jours, mais quand même, on veut garder ça. Donc moi, je représente les résilients. Je suis cofondatrice. Stéphane, le président, est dans la salle. On pourrait l'embêter avec toutes les questions après. Cette association est d'abord née d'un collectif, d'un agriculteur, et puis d'un petit collectif, un agriculteur qui s'est retrouvé dans une situation de conflit, d'usage, de gouvernance, d'égo, de plein de choses sur un territoire à fort enjeu. Et il développait des pratiques agroécologiques. Il l'essayait, il testait, il tombait, il se relevait. Et il s'est dit que dans ce conflit dans lequel il se retrouvait, eh ben, il fallait qu'il trouve des solutions pour faciliter le dialogue entre différents grands acteurs, petits acteurs et surtout décideurs. Et il s'est entouré de Stéphane notamment, de Simon et d'un certain nombre d'acteurs pour essayer de trouver des solutions sur ces aménagements dans ces parcelles. Et les résilients sont nés de cette personne, donc un homme, ça peut être n'importe qui, ça peut être vous l'êtes sûrement déjà. Et ben cet agriculteur s'est dit, je ne peux pas continuer à trouver des solutions qui ont fonctionné, mais seul dans ma parcelle. Oui, ça me redonne de l'énergie le matin pour me lever, mais il faut que je sorte de cet isolement malgré tout. Et donc, il a commencé à mobiliser tout un tas d'autres agriculteurs, agricultrices et agriculteurs. Et Stéphane a continué aux côtés de cet agriculteur. Et puis, ils sont allés chercher Guillaume, qui est un élu d'une petite commune dans le Var. Et puis après, ils sont venus me chercher. Donc, moi, j'accompagne les coopérations au service de résilience, de modèles économiques, pas que financiers, économiques. Donc ça intègre les enjeux environnementaux et sociétaux. Et on s'est retrouvés à 4 à aller questionner, rencontrer, identifier, entendre, recenser, faire émerger les besoins des uns et des autres. Donc on est allé voir des citoyens, des artisans, des commerçants, des entreprises, tous les agriculteurs de toutes les filières, des maires, des agents municipaux, des associations. Et on est allé un peu questionner quels étaient leurs enjeux, quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs envies, qu'est-ce qui les faisait se lever le matin, qu'est-ce qui les rendait heureux dans la vie, et ce qui les rendait un petit peu moins heureux avec des cailloux dans la chaussure. Et de ce dialogue, de cet échange, de ces rencontres, on a créé des événements conviviaux, d'échanges, et on a proposé un panel d'actions. Alors on s'est retrouvés avec beaucoup d'actions parce qu'il y avait beaucoup de besoins. On a essayé quand même d'organiser ça et on s'est créé en association assez vite autour de cet enjeu qui pour nous était important, de faire connaître l'agroécologie, de s'aligner sur des enjeux au-delà des parcelles agricoles. Donc on prend appui sur l'agroécologie comme une des solutions qui nous semble importante pour contribuer à l'habitabilité du vivant. Donc on a parlé des limites planétaires,
on a simplifié ces gros enjeux qui font peur et qui font que pour beaucoup, on est dans la sidération sur ces sujets-là. Et donc, on a accompagné cette sensibilisation, cet alignement sur les enjeux, cette appropriation des enjeux pour impliquer, donner de l'espace à chacun et l'envie de contribuer aux actions qu'on avait pu identifier. Et aussi intégrer des nouvelles actions qui pouvaient donner envie à d'autres de nous rejoindre. Donc on met en place des formations autour de l'agroécologie, des différents piliers de l'agroécologie. On accompagne des aménagements agroécologiques chez les agriculteurs. Donc on fait du sur-mesure, on va chez chacun, on design, on accompagne, on les dorlote, on fait dans la dentelle. Et on accompagne aussi des filières économiques qui viennent contribuer au développement de l'agroécologie, donc des filières de valorisation des biodéchets, donc on travaille avec des restaurateurs, des grandes surfaces alimentaires et des agriculteurs. On a développé une filière de plants et de semences locales, végétales locales. On a une pépinière participative, donc là, toute la place des citoyens. Et donc on vient répondre de manière systémique aux besoins et aux envies et aux joies des uns et des autres. Et on va jusqu'à réfléchir au modèle économique des agriculteurs, qui sont des piliers centraux d'un territoire pour l'alimentation, mais aussi pour les piliers eau, carbone, sol, biodiversité et j'en passe, bien-être, santé environnementale, santé humaine sur le territoire, en impliquant tout le monde. Donc on a toute cette ribambelle d'acteurs, partie prenante d'un territoire pour contribuer à une résilience économique territoriale et non pas une résistance. On est dans la résilience, donc on crée les conditions favorables pour faire face aux chocs et aux crises qui percutent déjà l'ensemble des acteurs d'un territoire. Et je mets les citoyens dans les acteurs, et les chocs et les crises potentielles qui pourraient intervenir assez rapidement et de manière un peu plus fréquente. Et donc on vient aussi contribuer à la rentabilité du modèle économique de l'agriculteur de par ce développement de pratiques agroécologiques, donc on y introduit bien sûr l'hydrologie, et on vient aussi prototyper un modèle de rémunération de tous les effets utiles de ce changement de pratique. Donc l'agriculteur est utile pour nous, il crée des bénéfices qui viennent contribuer à ce que nous puissions encore à peu près dans de bonnes conditions, et c'est pas encore bien sûr, ou largement pas du tout même, qu'on arrive encore à vivre dans de bonnes conditions sur cette planète Terre. Et donc on va, sur chacune des parcelles agricoles, mesurer aussi les effets de ces changements de pratique pour s'assurer qu'on est plutôt dans la bonne direction. Et on va accompagner les agriculteurs pour que, au-delà de se faire rémunérer sur les effets utiles, ça s'intègre dans leur comptabilité. Donc on parle de comptabilité extra-financière, des sujets qui, le plus souvent, sont accompagnés chez des grandes entreprises et peu chez les agriculteurs, alors que c'est peut-être les premiers à nous rendre service et à contribuer à l'habitabilité de notre système. Merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'on n'a pas défini finalement ce que c'est que la résilience, mais on l'entend beaucoup parler, et je la mets aussi en miroir ou en lumière sous le prisme de la robustesse, alors qui a été aussi avancée par notamment Olivier Amand, la robustesse du vivant, ou comment être dans la contre-performance, puisqu'on n'est plus dans cet objectif-là maintenant. Donc je me tourne cette fois vers Jeanne et votre programme d'agroforesterie que vous menez en Orisère avec les agriculteurs. Donc là, on reste dans le thème de l'agriculture. Est-ce que vous voulez nous partager votre retour d'expérience, qui est toujours en cours, si j'ai bien compris? Oui, bonjour encore. Oui, donc partage d'expérience complètement sur un projet, là pour le coup monté par une citoyenne en reconversion, comme beaucoup d'entre nous là. Moi, je lançais mon activité de concertation et participation citoyenne, et je voulais accompagner la transition écologique, faire quelque chose pour conserver l'habitabilité du territoire que j'habitais. Et je suis tombée sur un appel à projet, celui de la CNR, qui disait ensemble, accompagnons la transition agricole en vallée du Rhône. Comme j'habitais la vallée du Rhône, ça tombait bien, c'est ce que je voulais faire. Alors j'ai écrit un projet avec les agriculteurs que je connaissais, chez qui j'allais faire mon marché. Il en fallait 5, on en a trouvé 7, parce que l'appel à projet de la CNR, il est quand même top pour les agriculteurs.
Et on a raconté ce qu'on voulait faire. Moi, je voulais faire quelque chose pour la transition agricole. Je faisais de la participation, donc il fallait que ce soit un dispositif participatif le plus possible. Eux, ils voulaient faire majoritairement de l'agroforesterie. Alors, je les ai écoutés. J'ai essayé de faire un dispositif participatif assez imparfait, vu ma position de citoyenne montant un projet. Il me manquait une collectivité. Je les avais invités à participer tout de suite au projet. Ils ont pas répondu. Donc, mais quand même, j'ai continué. Syndicat des eaux, chambre d'agriculture, association de protection de l'environnement, association de citoyens, tout le monde. Je faisais ça bien, j'étais au chômage, j'avais le temps. Et à la fin, on est parti, on a commencé, on a été lauréat d'abord. Grosse surprise. Et on a commencé quelques réunions de préparation avec les assos, leur demander, voilà, on va faire ça ici sur votre territoire, vous y êtes depuis toujours, vous faites des choses depuis toujours, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire réfléchir à la résilience alimentaire, vous voulez... et ils m'ont dit, non, nous on veut juste venir au chantier participatif et regarder les arbres et les oiseaux. Donc, et ils m'ont dit aussi, on veut que ça reste ouvert. Alors on a fait ça, j'ai enlevé... ça a été la confrontation en fait de ce que j'avais écrit, pensé pour ce territoire avec les acteurs, avec toutes mes grandes idées, au territoire lui-même et à l'envie des gens qui étaient là, y compris les agriculteurs. Donc finalement le projet a complètement changé entre ce que j'avais écrit avec les quelques agriculteurs et puis ce qu'on a finalement mis en œuvre avec les associations. Je vais arrêter là parce que sinon je peux tenir des heures. Ce qui s'est passé après quand même, c'est qu'il y a des agriculteurs sur un territoire un petit peu plus au nord, un agriculteur qui m'a dit mais c'est trop bien ça, faut qu'on fasse pareil. Alors on a fait pareil sur son territoire avec une asso de protection de l'environnement local et on a été lauréat de l'AMI de l'agence de l'eau. Histoire folle. Et donc là on avait dit on va faire quelque chose avec 10 agriculteurs. Et là, on a été rejoint assez vite par une communauté de communes. Là. En phase 2, il y avait la communauté de communes avec nous, il y avait les pages avec nous, syndicat des eaux. Ça a tout changé, hein, le fait qu'il y ait un portage territorial, ça change tout. Et puis, il y avait Cécile des Alvéoles, il y avait, voilà. Et puis, de fil en aiguille, on a été labellisé par le Pacte en faveur de la haie. Donc maintenant, on accompagne des agriculteurs qui sont engagés dans des démarches agroécologiques et dans un système alternatif à avoir accès aux outils mis en place par l'État, auxquels ils n'auraient pas eu accès si on n'avait pas réussi à sauter ce pas. Voilà, je vais arrêter là. Peut-être une question pour revenir sur cette question du dialogue territorial. Comment vous est venue cette... ingénierie, entre guillemets, du dialogue territorial, ou est-ce que ça s'est fait de manière très organique? J'ai bien compris que la collectivité, une fois qu'elle est dans le processus, on gagne de l'ampleur et le portage, mais comment est-ce que vous avez abordé cette question du dialogue avec les agriculteurs et les collectivités? Alors, avec les agriculteurs, c'était hyper intéressant parce que finalement, on leur a proposé de fonctionner en groupe. Et ils ont assez peu de temps pour le groupe, les agriculteurs. Ils ont déjà tant à faire sur leur terrain que souvent ça s'est transformé. Il y a eu de l'entraide entre eux, ça c'est intéressant. On a pas mal d'agriculteurs qui étaient nouveaux agriculteurs, donc qui avaient à apprendre de gens qui étaient déjà dans le métier depuis 3 générations. Mais sinon, la partie qui m'a beaucoup intéressée, c'était la relation entre l'agriculteur et son terrain. Et c'est ce qu'on a fait beaucoup, c'est de comprendre le terrain, de comprendre l'agriculteur et puis de voir ce qu'ils avaient à faire ensemble, en fait. Et c'est hyper intéressant de voir qu'on en a, ils ont trop de terrain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce retour d'expérience fait écho avec les résilients aussi? Oui, complètement.
c'est intéressant en fait parce que je pense qu'on oublie, et ton témoignage nous le rappelle, tous nous sommes avant tout des femmes et des hommes. Et retisser du lien, prendre du temps, être à l'écoute, tisser du lien de confiance, on en a tous parlé autour de cette table. En fait, c'est juste revenir à du bon sens paysan. Et quel que soit notre rôle finalement, ben, on a tous notre place sur ces enjeux. Et peut-être que le dialogue, moi j'ai une autre expérience, peut-être que moi la confiance que j'ai eue personnellement avec les agriculteurs, c'est d'avoir fait un atelier trogne et de me retrouver pendant toute une après-midi en haut d'un arbre avec des agris. Et quelque part, ils m'ont accepté. Moi je ne suis pas du monde agricole, même si ma famille y était, mais c'est passer du temps avec l'ensemble des personnes qui composent un territoire et qui ont une marge de manœuvre. On a tous une marge de manœuvre. C'est juste remettre du bon sens. Donc oui, ça fait grandement écho, cette nécessité d'aller à la rencontre, de créer des espaces de dialogue, de rencontre sur du temps long. Et c'est bien ça la problématique. Aussi, le petit point de fragilité de l'ensemble des dynamiques que tout le monde porte. Hein. Ce temps long, cette idée aussi de porter des projets, des dynamiques qui doivent être rentables tout de suite, avec des résultats, des mesures, des performances. Et peut-être que la performance, en fait, elle n'est pas si négative que ça. Ça dépend de ce qu'on met, quelle est notre quête, quelle est notre vision, quelles sont nos valeurs. J'ai pas honte de me dire, ben, j'ai envie d'être performante si c'est pour quelque chose qui vient au service d'un projet commun, de bien commun. La performance, elle est négative quand elle est là pour détruire, pour s'approprier. Mais si c'est pour quelque chose de commun et l'habitabilité de notre espèce humaine sur la planète Terre, ben, peut-être qu'il faut juste se repositionner au bon endroit et être un peu plus humble dans la posture. Mais c'est pas simple parce que voilà, on est des êtres humains. Beaucoup. Avant de clôturer peut-être cette table ronde et vous laisser la parole, j'aimerais terminer aussi avec Christophe et Eddy Alter sur cette question de comment encore, après tous les enjeux qu'on a brossés, vous avez accordé une importance sur la méthode et aussi en fait, la question du dialogue, ça ne s'improvise pas. Et bien souvent, on a tendance à oublier que tout le monde peut faire du dialogue territorial. Donc voilà, est-ce que vous pouviez aussi renfoncer un peu le clou sur cette question de l'importance du métier de médiateur et du dialogue territorial ? Oui, alors l'importance de la méthode, de notre méthode, parce que nous on défend ce qu'on fait. Alors on ne dit pas que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est ça en quoi on croit, parce que forcément c'est ce qu'on fait. Donc déjà l'importance du métier, c'est que oui, c'est nous, on est formés à ça, on est médiateur, donc on a des réflexes, on a un savoir-faire qui va favoriser justement la création de la confiance entre notre interlocuteur et nous, enfin ce genre de choses. On intervient toujours, nous, en tant que tiers, donc externe, neutre en fait, en posture de neutralité en tout cas, parce que évidemment on ne va pas se cacher que bien souvent on peut avoir notre avis sur un sujet, mais on va le mettre de côté et on intervient en posture de neutralité. Philippe, tu peux compléter peut-être ? Oui, peut-être un point, parce que pour continuer dans ta question qui était qui est-ce qui peut faire du dialogue, mener un dialogue. Donc effectivement, il y a à la fois le besoin d'avoir des professionnels, mais il y a aussi, et on accorde de plus en plus d'importance à ça, le fait de faire monter en capacité les acteurs d'un territoire pour que le dialogue puisse se poursuivre quand le professionnel n'est plus là. Alors vous, je sais que vous êtes des professionnels, pas forcément du dialogue, mais vous êtes des professionnels. Ici, vous êtes peut-être présents, soit parce que vous êtes ancré dans un territoire, comme c'est Christophe, c'est ça ? Et donc, vous pouvez éventuellement, pendant de longues années, être porteur de cet esprit de dialogue. Mais un jour ou l'autre, vous pouvez vous fatiguer aussi de toute façon, donc ça revient au même.
Donc nous, on essaye d'inscrire dans nos propositions de plus en plus des activités qui sont destinées justement à préparer les acteurs à poursuivre le dialogue quand on sera plus là. Alors ça veut dire, ça passe essentiellement par deux choses pour simplifier. La première chose, c'est leur proposer de travailler sur une instance de dialogue pérenne qui va se saisir des propositions et au fil des années qui viennent, voir si elles sont bien mises en œuvre, voir s'il ne faut pas faire des corrections, s'il ne faut pas en ajouter des nouvelles. Ça, c'est l'instance de dialogue qui est importante. Et deuxièmement, c'est proposer des formations qui ne sont pas des formations qui vont très loin, mais qui sont quand même des bases pour transmettre les principes, les savoir-faire, des éléments méthodaux aux acteurs du territoire qui le souhaitent, pour que quand on s'en aille, encore une fois, ils ont vécu une expérience et en plus ils en voient un peu ce qu'il y a derrière le rideau, quoi, enfin. Donc ils sont beaucoup plus prêts à prendre le relais. On est aussi dans cette dynamique-là, en tout cas cette vision par rapport à l'hydrologie régénérative, on la partage complètement. Nous, l'objectif, c'est de donner les clés pour que ensuite ce soit les agriculteurs qui sachent faire d'eux-mêmes ces designs en hydrologie régénérative sur leurs parcelles. Et donc, on est complètement d'accord et on espère pouvoir faire la même chose avec le dialogue territorial. Merci pour avoir soulevé ce point. Est-ce que Christophe voulait peut-être rebondir sur ça ? Oui, merci. Effectivement, je prends deux points. Le premier, je pense que c'est tout à fait ça, c'est cette notion de dialogue, mais qui crée une dynamique. Et la difficulté, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir la maintenir. Parce que créer un projet, créer une étude, et c'est là où il faut qu'on retrouve sur des circuits de récompense, il faut que ça puisse aboutir à nouveau sur des choses concrètes. Parce que sinon, on perd du temps, ça fera beaucoup de concertation et beaucoup de frustration derrière. Donc, créer quelque chose, c'est un peu comme créer une entreprise, après, il faut qu'elle vive. Donc je pense qu'il faut l'inscrire après dans la durée, ce dialogue-là, qu'il faut que ça puisse continuer et avoir des choses en commun. Et c'est là mon deuxième message, c'est que je pense que, je reviens sur le terme, parce que ça a été repris d'égo, je pense qu'il faut que tous les acteurs, les collectivités, les associations, tous les acteurs se mettent au service du territoire. C'est pas mon projet, effectivement. Je trouve que le message qui a été donné ces jours-ci sur ce lieu des Amanins, en disant on veut s'ouvrir, que ça soit le lieu de beaucoup plus large qu'une petite partie de communauté, je crois que c'est là la solution, c'est de se mettre au service d'un territoire. Peu importe, c'est mon projet, c'est pas mon projet, il faut qu'on soit ouvert aux autres. Et ça, c'est vrai, ça faut qu'on modifie nos postures. Et les collectivités ne sont pas toutes puissantes, on a tous besoin les uns des autres, il faut qu'on travaille tous ensemble, et je pense que ça nous ramène à travailler tous ensemble si on veut que la durabilité et la robustesse. Merci beaucoup. Et en ouverture, pour terminer avec la Loire, avec tous ces échanges-là, on a animé un petit atelier sensible autour de notre rapport au territoire et notamment aux rivières, aux entités naturelles d'une manière large. En fait, on s'est coupé un peu de cette sensibilité, en fait, et je sais que la Loire a été un des premiers territoires en France à s'ouvrir à ça avec le Parlement de Loire. Bon, on ne va pas réouvrir un débat, mais peut-être ce nouveau dialogue aussi avec les entités elles-mêmes qui nous est aussi proposé par des philosophes, des écrivains, des juristes. Est-ce que Marie, pardon. Marie, est-ce que vous vouliez nous peut-être rebondir là-dessus, sur cette question-là ? Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Moi, je travaille beaucoup avec une juriste, donc les questions de droit de l'eau sont prégnantes, et c'est vrai que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait parce qu'on a aussi des coûts de droit internationaux, de DCE, qui nous obligent à le faire. Si on n'avait pas le droit, finalement, je ne sais pas s'il y aurait la même volonté. Donc je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure, si on devait effectivement faire quelque chose en priorité, c'est reconnecter les citoyens, les habitants avec ce qui les entoure, et leur permettre aussi de savoir ce que c'était qu'un cours d'eau en vrai de vrai. Moi, quand j'entends que la Loire, c'est le dernier fleuve sauvage, ça me fait hérisser les poils. Quand je vois la pauvre, comme elle est malmenée depuis des siècles et des siècles, je me dis, si c'est ça la vision des gens, si pour eux c'est ça un fleuve sauvage, c'est dramatique, on va vers des ambitions extrêmement faibles. On parlait de performance, moi l'ambition et la performance du 20 sur 20 pour un cours d'eau, je vote pour aujourd'hui. Donc, le Parlement de la Loire et l'entité juridique du fleuve, super si ça permet de reconnecter les gens, si c'est un outil pour faire connaître, si c'est un moyen de communication, j'applaudis des deux mains quoi qu'il arrive.
Sur les droits du fleuve, le droit est ultra riche, malgré tout. Il est ultra complexe, en plus, ça on le sait tous. Si déjà on commençait par appliquer le droit actuel, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner. Puis pour l'anecdote, un comité de bassin, il y a 2 ans maintenant, avait lieu à Angers. Et le préfet du Maine-et-Loire a ouvert la séance publique, c'est pour ça que je me permets de le redire parce que c'est dans les textes, en disant que lui, quand il a voulu être préfet, il a fait l'ENA, et que l'ENA, il pensait que l'objectif, c'était de faire appliquer les lois, finalement. Il les apprenait pour les faire appliquer. Et il a compris que son rôle de préfet, c'était de mettre en place des dérogations à la loi, donc de contourner la loi, et que c'était là-dessus qu'on l'attendait. Alors ça prête à sourire, et moi, ça m'a fait bondir, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que les arrêtés préfectoraux, ils sont déclenchés, par exemple, pour les cours d'eau, les arrêtés sécheresse, sur des seuils. C'est mathématique. La Loire, elle passe 100 mètres cubes par seconde, paf, c'est crise. Le rôle du préfet, c'est de dire, oui, mais on pourra continuer à prélever à tel endroit et à tel endroit. Donc, appliquons la loi, demandons à l'État d'appliquer ses propres lois, et puis après, le Parlement, c'est bien au moins pour le citoyen. Merci beaucoup à toutes et tous. On a brossé très large, on a parlé de plein de choses. Maintenant, la parole est à vous pour poser des questions. Je crois qu'on n'a qu'un micro. Il va falloir parler fort. J'essaierai de reprononcer la question. Bonsoir. Je me lève là devant vous parce qu'en fait, c'est la deuxième fois de la journée que j'entends que les projets qui ont été commencés ici sur ce territoire ont été possibles grâce à un terreau fertile. Et donc ma question c'est, je suis venue ici pour essayer, avec une immense ambition, de reproduire, enfin de répliquer ou d'essayer ce type de projet d'hydrologie régénérative dans un territoire qui n'est absolument pas sur un terreau fertile. Et du coup ma question c'est, quelle est la première chose à faire? Est-ce que la première chose à faire, c'est de ne pas y aller, de baisser les bras? Est-ce que la première chose à faire, c'est d'inviter des médiateurs territoriaux? Ou est-ce qu'il y a une autre piste à faire en premier pour ne pas se prendre les pieds dans le plat? Merci beaucoup. Pour résumer la question, pour qu'elle soit bien enregistrée dans la vidéo, que faire quand on n'a pas de terreau fertile pour le dialogue territorial et si on veut développer des démarches d'hydrologie régénérative? J'ai un peu simplifié, désolée, mais voilà. Qui veut tenter une réponse? Je veux bien vous répondre parce que c'était mon cas complètement. Et j'ai même un terreau infertile, enfin négatif, quoi. dans un des cas. Ce ne sera pas parfait. Et du coup, je pense que ce qu'on perd, on perd la possibilité de réfléchir à l'échelle du bassin versant ou du sous-bassin versant, comme on a vu dans les exemples qui se développent ici. Et ça veut dire qu'il faut plus penser à partir avec les autres citoyens qui veulent y aller. Mais c'est tout ce qu'on perd. Le reste, on arrive à le faire. Si on arrive à travailler avec les acteurs locaux qui ont envie de travailler et d'écrire un récit qui fasse envie, en face, les financeurs, les agences de l'eau, ils sont contents parce qu'ils voient, ils voient bien que sur ce territoire, il ne se passe rien et ça les énerve aussi. Donc allez-y, c'est encore plus facile sur ce genre de territoire, en fait, je pense. Est-ce que quelqu'un d'autre peut réagir? C'est une très bonne question, mais je crois que il n'y a pas de baguette magique. Et si tu as envie d'y aller, vas-y. Il y a sûrement quelqu'un d'autre qui a la même envie, pas très loin de toi. Donc il faut en parler. Je pense qu'il faut en parler, quelle que soit la personne. Il faut qu'on en parle autour de nous. Et le retour d'expérience des résilients, c'est qu'on l'a dit très clairement dès le début, qu'on n'allait pas attendre d'être nombreux. Que à une personne, c'était déjà pas mal. À 2, c'était encore mieux. 3, c'est bien. 4, etc. Et on a même eu
l'intention de dire vous n'y croyez pas, vous ne nous aimez pas, vous êtes contre ce projet, cette action, vous pensez que l'agroécologie c'est que pour les écolos, bobos, je ne sais pas quoi, venez, on a besoin de vous, venez râler, venez nous critiquer, venez nous enfoncer, venez nous mettre des bâtons dans les roues. Et on le disait à chaque fois qu'on allait quelque part. Et venez nous observer, venez voir. Venez nous dire quand on se plante, venez le crier sur les toits, venez. Et en fait, je pense que ça a amusé beaucoup de monde et ils étaient très motivés peut-être au départ pour faire ça, parce qu'on était aussi sur un terrain infertile. Et finalement, ça fait quand même boule de neige et c'est pas tant le nombre qui est important, mais c'est le fait qu'on essaye. On veut faire, on veut être dans le concret. Il y a plein d'acteurs, il y a plein d'experts super qui font des études, des diags, qui viennent nous nourrir, qui viennent nourrir le territoire. Mais nous, on est parti du principe qu'on voulait faire, donc on met les mains dans la terre, on sort des parcelles agricoles, on va dans les écoles, on va chez les citoyens, on va partout où il y a de l'espace possible, donc c'est-à-dire partout, pour remettre de la vie et de la fonctionnalité, de l'habitabilité du vivant, enfin du vivant, la fonctionnalité du vivant, on peut la mettre partout. Donc, allons-y. De toute façon, allons-y. Au moins, on aurait essayé. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, avant. Oui, en fait, juste, moi, je ne sais pas ce que veut dire un terrain pas fertile, parce qu'en fait, je vois deux raisons pour lesquelles il pourrait ne pas être fertile, il peut y en avoir plein d'autres. C'est soit il est très conflictuel, soit il est... en fait, les gens ne se sentent pas concernés. Donc s'il est très conflictuel, alors ça dépend du niveau de conflictualité, mais souvent c'est assez fertile justement pour nous le dialogue sur un territoire conflictuel, parce que les gens vont se sentir très concernés. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens ne sont pas concernés? C'est vraiment ce que Philippe a dit au démarrage, c'est vraiment la question de l'objectif de dialogue. Si l'objectif de dialogue est bien choisi et qui parle suffisamment aux personnes qui devraient être impliquées, et on va réussir à les attirer et à les concerner. Et la dernière chose, c'est les marges de manœuvre. Nous, on insiste beaucoup sur les marges de manœuvre en dialogue territorial. Alors, il y en a tout un paquet, mais notamment la marge de manœuvre, c'est est-ce qu'il y a déjà en amont des décisions qui sont prises ou pas? Et s'il n'y a pas des choix qui sont déjà faits, des choses qui sont déjà fléchées, que les choses sont assez ouvertes et qu'il y a des possibilités d'action, de propositions, banco. Voilà. Oui. Bonjour, je voulais réagir un peu puis ouvrir peut-être à la suite de ce que vous dites et de choses que j'ai entendues qui rejoignent les marges de manœuvre et la question des résistances ou pas et comment on construit des résistances au dialogue. Pour moi, il y a des résistances qui se montrent quand les marges de manœuvre ont été fermées, c'est-à-dire quand les projets sont décidés contre l'avis d'une partie de groupes d'intérêt. Et quand ça passe en force, et j'essaie de tisser des ponts, moi, pour ne pas opposer tout ça, et quand je vois des dynamiques de résistance qui se mettent en place sur des territoires, ou parfois auxquels je participe, la plupart du temps, alors c'est pas vrai tout le temps, mais c'est pour revenir au dialogue. C'est-à-dire que les gens s'organisent pour qu'on retourne à la table et qu'on renégocie de la marge de manœuvre. Ce qui est dans le cadre des bassines ou réserves de substitution, même si maintenant c'est assez largement prouvé qu'elles ne se substituent pas, qu'elles ajoutent des prélèvements. Donc on pourrait appeler ça retenue, si on veut, mais substitution, bon, vaste question. Mais en tout cas, dans le cadre de ces ouvrages-là, ce qui est demandé, c'est un moratoire, c'est-à-dire c'est un retour au dialogue. Et la résistance grandit et grandit et grandit parce que les projets passent en force contre l'avis de groupes d'intérêt. Et donc voilà, pour moi, j'aurais envie qu'on tisse un petit peu des ponts plutôt que d'opposer ce type de dynamique, c'est-à-dire les résistants ne sont pas forcément des gens butés, bornés, dogmatiques qui veulent qu'une seule vision, mais bien souvent, et on le voit, tout petit exemple décalé de l'eau, mais Nelson Mandela, quand le rapport de force a pu s'inverser, qu'il a accédé à la présidence de l'Afrique du Sud, il n'a pas dit « ça y est, on met tous les blancs dehors ». Ils ont ouvert un espace un petit peu différent et de construction, et je pense que c'est vers ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut essayer de voir les dynamiques de résistance comme des volontés de retour au dialogue et d'ouverture de marge de manœuvre. Merci. Dieter.
Oui, c'est très important ce que tu dis là. Cécile mentionne tout à l'heure les conditions du dialogue. Une des conditions essentielles, alors il y a les marges de manœuvre, mais qui est un peu différente, complémentaire, c'est le fait qu'il y a un équilibre dans les forces en présence. S'il n'y a pas d'équilibre, c'est pas la peine de mettre les gens autour de la table. Enfin, on peut le faire pour la galerie, mais on n'arrivera pas à faire en sorte qu'il y ait des propositions qui effectivement reflètent la diversité des intérêts et des besoins en jeu. Donc c'est pour ça, à mon sens, que nous qui sommes vraiment des militants du dialogue, on pense qu'il est très important qu'il y ait d'autres personnes qui soient des militants de la résistance à certaines formes de développement ou de projet. Parce que c'est leur travail à eux en amont qui va peut-être nous permettre à nous de faire notre travail de dialogueur, enfin de facilitateur du dialogue. Est-ce qu'il y avait d'autres réponses? Est-ce que la réponse apportée te convient? Oui, c'est un échange, ça pourrait continuer. On poursuivra après cette table ronde, justement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tout au fond. Moi, je pensais notamment tout à l'heure, dans les Martin, vous avez évoqué le fait que la Chambre d'agriculture ne soit pas partie prenante des discussions, ou en tout cas boycotte les discussions, et au regard justement de ce qui a été évoqué sur les notions de conflit et de groupes d'intérêt, comment vous expliqueriez le fait qu'elle ne vienne pas à la table des discussions? Alors, comment faire, si je simplifie la question, lorsqu'un acteur de poids, en l'occurrence la Chambre d'agriculture, boycotte ses études et voire même boycotte, tourne le dos au dialogue, refuse en fait le dialogue? Moi, je peux juste témoigner de ce qui s'est passé dans les Pays de la Loire à ce sujet-là. Je ne peux pas apporter de solutions et de décisions politiques sur ces sujets. Ce qui est sûr, c'est que dans les Pays de la Loire, la Chambre d'agriculture a envoyé un courrier au préfet de région et au préfet de bassin en disant qu'il ne boycottait pas réellement les études HMUC, mais il remettait totalement en question le protocole utilisé et le cahier des charges des études HMUC, notamment sur les questions d'usage, notamment sur les questions d'hydrologie. Parce qu'ils estimaient que le protocole n'était pas assez robuste, solide, etc. Bien évidemment, le protocole, il est à l'état de balbutiement, mais il faut qu'on agisse aujourd'hui. Donc ça, c'est la réponse que l'ensemble des acteurs ont produit. Dans certaines commissions locales de l'eau des Pays de la Loire, certains présidents de commission ont décidé de suspendre toutes les réunions tant que le dialogue avec la Chambre d'agriculture n'était pas de nouveau mis en place, et donc de stopper les études HMUC au sens propre. Je vais le dire clairement, les présidents qui ont pris ces décisions-là sont en général eux-mêmes agriculteurs sur le territoire et souvent dans le syndicat majoritaire. Si je regarde certains départements comme la Loire-Atlantique, pour lesquels on a moins de surface agricole, si je suis par exemple sur la commission locale de l'eau Loire-Estuaire, où on est sur une zone très industrialisée, beaucoup moins agricole, le président de la commission locale de l'eau a décidé que la politique de HS vide, c'était pas son problème, et qu'on était face à une urgence climatique qui ne laissait pas de place à des positions de lobby qui imposent leur manière de voir les choses. Donc lui, il a continué les discussions, il a continué les réunions sans se poser de questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Chambre d'agriculture, elle a bien compris qu'elle avait tout intérêt à revenir autour de la table des négociations parce qu'il y avait des enjeux de partage de l'eau. Même si j'aime pas cette notion de partage, j'ai l'impression que c'est juste un gâteau qu'on coupe. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Voilà, je peux juste apporter un témoignage, pas vraiment de réponse. Je peux revenir quand même juste un petit mot sur la notion de méga-bassine, que je n'aime toujours pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez un petit peu résumé le problème. Derrière méga-bassine, il y a beaucoup de sujets différents. Il va y avoir les fameuses réserves de Limagrin, je crois que je vous entendais parler de ça tout à l'heure, dans la plaine d'Allier, qui ne sont pas des réserves de substitution, qui n'ont pas pour objectif de réduire les prélèvements dans le milieu, mais juste de les décaler dans le temps et augmenter la pression sur le milieu. Il y a celle du Marais Poitevin en Charente, où on sait qu'on a essayé
tant bien que mal d'augmenter la pression justement sur le milieu, mais en prélevant en hiver, en se substituant au prélèvement d'été. Donc il y a eu ça a été attaqué en justice, elles ont été retoquées. Et puis on a des exemples aussi où finalement, Sud-Vendée, elles sont un peu plus vieilles, ces réserves, elles sont un peu plus petites aussi, où on a une vraie substitution, où là, effectivement, il n'y a plus du tout de prélèvement en basse eau, donc entre le 1er avril et le 31 octobre dans le milieu aquatique, et où derrière, il y a eu aussi une possibilité d'en faire un enjeu de levier, enfin un levier de transition écologique, c'est-à-dire, comment on dit, permettre l'accès à l'eau des bassines à condition d'être sur une démarche de transition agroécologique, réduction des pesticides, etc., etc. Donc encore une fois, en fait, c'est un outil. Est-ce qu'il est valable partout ? Non, bien évidemment. Est-ce qu'il nécessite de regarder au cas par cas en fonction du territoire et de bien discuter avec tout le monde autour de la table ? Oui, mais surtout pas de généralité, parce qu'en fait, on pourrait faire croire comme ça que ce qui s'est fait en Vendée, c'est nul, alors que c'est pas si mal. Et d'autres pourraient dire justement, bah, regardez, en Vendée, c'était très bien, donc on va faire la même chose partout ailleurs, ce qui est une erreur aussi monumentale. Merci beaucoup. Je crois qu'il y en a qui sont très d'accord avec ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Des choses qu'on n'aurait pas du tout abordées, un angle mort du dialogue ? Oui, il y a 2 questions. Oui, vous deux. Moi, c'est une question plutôt côté médiation. Vous arrivez dans une posture où il y a conflit, si vous êtes dans une posture de médiation. Et quels seraient vos conseils pour diversité d'acteurs, étant donné que tu voulais mettre en place sur ton territoire cette démarche de dialogue, de co-construction, comment vous verriez les choses de votre côté pour essayer de minimiser le fait d'arriver à la médiation, bien que, par expérience de lutte aussi, c'est pas faute d'essayer d'entrer dans le dialogue et de construire un dialogue. Quand on ferme la porte, on ferme la porte. On va faire le tour de la porte, mais voilà, quels seraient vos retours d'expérience là-dessus, si vous en avez? Donc, retour d'expérience ou conseils pour éviter le conflit où la porte s'est complètement fermée. Qu'est-ce que c'est ? Ou les acteurs qui veulent vraiment pas participer, c'est ça, non ? C'est un peu à tous les niveaux. Là. Quand il y a un sujet, par exemple l'eau, dans un territoire où il n'est pas encore abordé, on a envie d'aborder ce sujet-là, quels seraient vos conseils pour comment déployer un sujet à potentiel conflictuel pour essayer de minimiser ce conflit Je suis pas sûre de... en fait, donc déjà, nous, on intervient par rapport à une commande à la base. Donc il y a un commanditaire en fait qui va nous exposer une problématique et nous on va essayer de co-construire avec lui déjà une démarche et un objectif de dialogue, tout ça. Après, quand par rapport aux acteurs qui refuseraient de participer au dialogue, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que nous, notre démarche, elle est longue et il y a une grosse phase de préparation. Donc pendant cette phase de préparation, on va vraiment aller à la rencontre des gens. On a dans ce qu'on appelle des entretiens individuels, des entretiens bilatéraux. Donc bilatéraux veut dire que c'est avec, je ne sais pas si vous voyez, mais on se fait attaquer par des mouches, c'est assez pénible là. C'est avec un groupe d'acteurs, donc ça veut dire qu'il ne sera pas forcément individuel, on sera peut-être avec 2 personnes, mais peu importe. En général, quand des gens ne souhaitent pas participer au dialogue, qu'on arrive, qu'ils nous disent non, mais nous, ça ne nous intéresse pas, c'est avec ces personnes-là que les entretiens durent le plus longtemps, parce que finalement, ça les intéresse beaucoup, et en général, en fait, on crée un lien de confiance entre eux et nous, on crée un lien de confiance entre eux et le dispositif qu'on est en train de construire, et finalement, ils vont comprendre qu'ils ont tout intérêt à venir autour de la table. Et il arrive que, effectivement, il y a des acteurs qui continuent quand même à camper un peu sur leur position, mais ils se rendent compte aussi, on peut pas. La médiation, c'est quelque chose, c'est un volontariat. On ne peut pas forcer quelqu'un à venir autour de la table. Et du coup, ils comprennent aussi qu'en se coupant de ça, ils vont se couper de ce qui se passe dans cette instance-là, et donc des décisions qui seront prises et qu'ils n'auront plus du tout le poids en fait qu'ils aimeraient avoir. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à la question en partie ou... Peut-être une petite précision de langage, mais qui a son importance. En fait,
on ne cherche pas à minimiser le conflit. Attention. On cherche à faire en sorte qu'il s'exprime de manière dans le respect de l'autre et qu'il puisse déboucher sur de l'action commune. Pas sur on est tous des potes et on se tape dans le dos, non, mais sur qu'on puisse se mettre d'accord sur certaines choses qui nous permettent de faire avancer le territoire, comme disait Christophe tout à l'heure. Voilà. Et puis la médiation, il y a deux versants qui sont vraiment en continuité. Il y a la médiation de conflit, qui est celle dont on parle le plus souvent, mais nous, on travaille aussi sur la médiation de projet. Et finalement, le fond, c'est le même, c'est-à-dire on traite des gens qui forcément ont des visions différentes, des intérêts différents par rapport à... Même s'il n'y a pas eu un conflit qui s'est révélé, de toute façon, on traite avec des intérêts différents. Merci beaucoup. Christophe ? Oui, je partage tout à fait ce qui a été dit par Dialter, et je voudrais aussi quand même dire des choses. Même si on a beaucoup d'expérience, il ne faut pas croire que c'est un long fleuve tranquille. Là aussi, il y a des moments de tension énormes, il y a des moments où certains acteurs veulent quitter la table, certains quittent certaines réunions. C'est pas toujours rose. Je pense que c'est quelque chose qui se construit, qui prend du temps, et donc mais comme ça a été dit, je pense que tant que les gens s'expriment, il y a dialogue. Mais c'est vrai qu'on est très souvent pas d'accord. Il ne faut pas croire que c'est l'unanimité. Il y a certaines décisions qui sont pas loin d'être prises à l'unanimité. Et des fois, ça va dans un sens, des fois dans l'autre sens. Et c'est vrai que souvent, quand on a à bout d'arguments, certains, effectivement, veulent claquer la porte. Et ça arrive. Ça nous arrive encore, nous, à droite, au bout de 30 ans. Donc c'est comme dans une relation de groupe. C'est pas simple, c'est de l'humain. Ça demande du temps, là aussi, et de la confiance. Et c'est vrai que par contre, il y a des témoignages qui ont été donnés lors des dernières bureaux de clés. Certains me disaient, effectivement, depuis 5 ans ou 10 ans qu'on se connaît, effectivement, c'était plus conflictuel au début. À force de... Maintenant, on apprend à s'écouter. Donc oui, je pense que le dernier message, c'est de ramener la chose au service du territoire. Il faut que les projets aient du sens pour tout le monde. Et effectivement, ça ne peut pas être un projet qui est que dans un sens. Il faut que ça ait du sens pour tout le monde. Donc ça demande de prendre ce temps-là. Et du moment qu'on développe quelque chose, un projet qui nous dépasse, y compris notre structure, on se retrouve tous unis et fédérés derrière tout ça. Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question. Malheureusement, elle a déjà été prise par monsieur. Alors, je vous invite à vous lever pour poser la question. On parle d'approche participative du territoire et des acteurs. Les citoyens sont des acteurs clés de ce processus participatif. La plupart du temps, on le fait sous forme consultative et non pas sous une forme de consultation-action, mais plutôt comme une consultation où finalement le citoyen se retrouve devant le fait accompli au final. Quelles limites voyez-vous et quelles actions avez-vous pu mettre pour arriver à faciliter ce processus ? Merci beaucoup. Quelles actions on peut mettre pour faciliter le processus quand les citoyens, alors on pose encore la question du citoyen qui se trouve un peu au pied du mur quand les décisions sont prises, entre guillemets. Effectivement, c'est une vraie problématique parce que d'abord, il y a différents citoyens. Il y a des citoyens qui souhaitent être impliqués à toutes les étapes, ils veulent participer à tout, d'autres non. Et c'est très difficile de trouver la juste part. Et on le voit bien, y compris sur des invitations. Par exemple, la clé ouvre à certaines personnes du public, mais pourquoi certaines, pourquoi pas d'autres? C'est toujours très compliqué de gérer ça. Et de la même manière, quand on fait des ateliers, on ne peut pas faire des ateliers à 120, des fois, donc on est obligé de limiter, par exemple, à 40 structures, et forcément, il faut faire des choix. Il y a toujours des gens qui se sentent exclus, mais à un moment donné, effectivement, il faut essayer de garder du lien, avec discuter, essayer de trouver d'autres moyens, parce qu'on ne peut pas participer tous à tous les ateliers, tous les citoyens. À un moment donné, il faut aussi faire confiance, aussi, et de se dire, être représenté, que c'est un petit peu comme je dirais à un élu, quand on est élu, effectivement, on ne porte pas ses idées personnelles, on est là pour reprendre les idées de la population, et pas forcément les siennes. Et pareil pour un syndicat, c'est pareil, un syndicaliste, un responsable de syndicat va porter les idées des autres, et à un moment donné, c'est de pouvoir faire le lien, de dire, alors, ok, tu ne peux pas participer, quelles sont tes idées ?
Mais à un moment donné, on peut pas, voilà, il faut expliquer aussi, pas vendre du rêve, que des fois certains disent c'est une concertation, on va être, à un moment donné, concertation ne dit pas co-construction, co-décision. À un moment donné, il y a des choix à faire, et à un moment donné, il y a des responsables qui doivent prendre cette responsabilité. Mais c'est vrai que certains citoyens aimeraient être beaucoup plus impliqués, donc on vit ça aussi, y compris dans la Drôme. Merci beaucoup. Merci à vous pour ces questions. Je pense qu'on peut une nouvelle fois applaudir les réponses et les intervenants. C'est de bonne qualité.